est passé à une logique effectivement, de gestion anticipée des compétences et de l'emploi sur le territoire. C'est-à-dire qu'on s'est mis à travailler avec un concept inversé, là encore, qui est celui de se dire, plutôt que d'identifier les emplois dont on a besoin demain, avec 9 chances sur 10 de se tromper en les prévoyant, on s'est dit on va plutôt travailler sur les compétences dont ou beaucoup d'entreprises du territoire ont besoin, c'est-à-dire sur la notion de besoin partagé pour former, identifier ce qu'on a appelé des troncs communs d'activité et former les demandeurs d'emploi sur ces troncs communs d'activité avant que n'apparaissent les offres d'emploi. Et au bout du bout, pour les bénéficiaires, ils sont doubles, je le rappelle, ce sont les entreprises dans le but qu'elles trouvent du personnel qui répondent à leurs besoins. Et pour les personnes, c'est d'anticiper et d'accompagner des mobilités professionnelles, des transitions professionnelles pour qu'elles soient le plus courtes possible. Alors, effectivement, donc je travaille dans deux entreprises complètement différentes parce que c'est deux activités, une le bois, l'autre le caoutchouc. Mais justement, sur des postes comme des opérateurs, on voit bien qu'il y a des compétences qui peuvent être transversales. On va quand même leur demander de savoir utiliser des fiches techniques, des modes opératoires, de savoir rédiger peut-être des mini-rapports, des synthèses journalières en fin de journée, de respecter des plannings. Donc tout ça, je pense que c'est des compétences qui peuvent être acquises sans avoir besoin d'avoir un BTS ou un bac à un moment donné. Donc en me positionnant en tant que responsable ressources humaines, oui, je pense que cette démarche est vraiment très très intéressante. Et ça permettra justement des personnes qui n'ont pas un grand niveau de qualification de pouvoir s'adapter justement à des postes que nous on attend aujourd'hui en opérateur. Et ce qui est intéressant, c'est justement que cette démarche-là mette en avant les compétences plutôt que la détention de diplômes ou de qualifications. On sait bien aujourd'hui que les besoins des entreprises sont centrés sur des compétences très particulières, des compétences qui évoluent bien évidemment, mais que les personnes en parcours d'insertion, et je pense particulièrement aux bénéficiaires du RSA, ont à faire valoir des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, et que la démarche Gasset vise aussi, à mon sens, à changer le regard sur les publics en insertion au travers de cette approche des compétences. Le rechangement de regard des différents acteurs sur la situation, sur les autres acteurs et sur eux-mêmes. Déjà, l'approche compétences, c'est fatalement, même si ça n'a pas été trop abordé, un autre regard sur les diplômes. Si on n'a pas de diplôme, on n'est rien, on ne sait rien. Et il faut avoir le diplôme le plus élevé possible. Parce que, dit-on, ça augmente l'employabilité. Alors, l'intérêt de Gasset, c'est de remettre les pendules à l'heure, me semble-t-il. C'est de dire, voilà, on part des compétences, c'est les compétences dont les entreprises ont besoin, c'est les compétences que les gens ont déjà. Et là, c'est moi qui parle, on pourrait parler aussi de compétences des territoires, qui ne seraient pas que la somme des compétences des entreprises et des individus, mais encore autre chose. J'aimerais bien qu'on arrive à inverser la logique et que plutôt que parler d'offres d'emploi et de demandeurs d'emploi, on parle d'offreurs de compétences et d'entreprises demandeuses de compétences. Donc, premier principe à ce moment-là, c'est de dire on va essayer d'inverser un petit peu les choses et de travailler chacun là où on est bon, c'est-à-dire vous, AGFOS, dans le contact avec l'entreprise et nous, acteurs de l'insertion, dans l'accompagnement des personnes. C'est sur cette démarche inversée. C'est pareil, ça, et tel que l'a présenté Pascal Sanson, ça a l'air presque, bah oui, c'est bien, on a une idée, mais c'est presque évident. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la révolution copernicienne que ça suppose dans le monde de l'enseignement et de la formation professionnelle, cette affaire? L'approche de l'entreprise, effectivement, est quelque chose de très intéressant parce que, là aussi, pour reprendre l'expression de Pascal Sanson, il y a des offreurs d'un côté, il y a des demandeurs de l'autre. Sauf qu'il faut que les demandeurs sachent ce qu'ils veulent. Et pour les aider à savoir ce qu'ils veulent, il faut aller les voir et puis leur fournir le bon questionnement, éventuellement. Et ça, c'est une réelle difficulté parce que sur un marché, si je puis dire, parce que si on parle d'offreurs et de demandeurs, méfions-nous, on se situe sur un marché.
plutôt que d'enfermer les gens dans des logiques de projets professionnels, alors qu'on sait très bien que la probabilité qu'ils aient de changer d'orientation professionnelle dans leur vie est extrêmement forte, les enfermer trop tôt dans des projets professionnels, même si c'est structurant, même si ça peut permettre à ces publics de choisir une orientation, une qualification, les enfermer trop dans ces projets professionnels, c'est les empêcher justement d'affronter les situations qui vont se présenter à eux, où ils devront bifurquer, comme on l'a vu ce matin avec les publics qui ont bénéficié de la formation dans le cadre de cette démarche G7. Ce sont tous des personnes qui avaient développé des compétences dans des secteurs professionnels, qui avaient peut-être même des qualifications dans ces secteurs professionnels, mais qui ont été amenés à un moment donné à prendre un virage. On travaille sur les mobilités professionnelles, il faut élargir le champ des possibles. Plus on préserve la possibilité de choisir, plus c'est préférable, même si c'est pas forcément complètement confortable, effectivement. Un des défis de la formation initiale, c'est d'arriver à transmettre des contenus, alors même qu'on n'a pas de contexte dans lesquels ces contenus vont être utilisés. Et c'est pour un certain nombre d'enfants, de jeunes, c'est assez difficile d'apprendre dans ces conditions. C'est un défi pédagogique. Comment, je reprends mon exemple de ce matin, comment enseigner le théorème de Pythagore si c'est pas pour mettre deux murs à angle droit? Ah, ça, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'enfants qui, d'ailleurs, s'empressent d'oublier le théorème de Pythagore dès que l'examen est passé, parce qu'ils n'ont pas de situation concrète auxquelles se raccrocher. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut les enfermer dans des situations concrètes. Ce qui est important, c'est d'acquérir le savoir et de pouvoir l'utiliser dans des tas de situations différentes. C'est pas très bien mesurer des compétences. Il y a des discours là-dessus, il y a des méthodes, il y a des manières de faire, mais à chaque fois, il faut pas se le cacher, on est entre nous, c'est du bricolage tout ça. Donc, si on bricole, il faut qu'on bricole ensemble de façon satisfaisante. Et donc, la mesure ne peut pas être que d'un côté. Il faut aussi qu'on aide les gens concernés à mesurer par eux-mêmes et auto-reconnaître les compétences qu'ils possèdent, parce qu'on mesure des objets. On mesure des quantités physiques, on mesure pas des personnes. Donc comment on va faire pour agir là-dessus? C'est un monsieur qui avait chauffeur poids lourd, donc on peut se dire que normalement il aurait dû avoir un métier. Et pareil, dans je suis capable de, donc lui c'était tout le temps je suis capable de tout faire. Le mec impeccable, voilà. Sauf que tellement impeccable que quand il faisait ses offres d'emploi, ses entretiens, eh bien, il était tellement capable de faire plein de choses qu'à mon avis, l'employeur, il se disait, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il doit y avoir un loup quelque part. Donc, pour le coup, on le prend pas. Donc, ça nous a permis de refaire les entretiens, de retravailler les entretiens d'embauche, les lettres de motivation. Et pour le coup, ce monsieur-là, à la fin de l'accompagnement, a trouvé un emploi comme chauffeur poids lourd avec des exigences un petit peu raisonnables, voilà. Et voilà, il travaille depuis. Donc, je pense que ce qui est important, c'est donc dans l'utilisation, c'est de prendre en compte le parcours de vie aussi de la personne, sa vie personnelle, et de prendre la personne dans sa globalité. Donc les compétences professionnelles, c'est bien, ça met en évidence, mais malgré tout, il faut tenir compte de la personne, quoi. Et ça, c'est, je dirais, le plus important. Et là, aborder la question de l'emploi et de la formation par les compétences, ça demande aussi de rentrer dans une culture qui est différente. Ça nécessite, à un moment donné, d'appréhender la question de la formation de manière différente. La plupart des gens qui écrivent sur la compétence, cette question des compétences transverses, c'est pas un vrai objet. Or, quand même, la question de fond de ces compétences transverses, c'est pas le fait de savoir si c'est un concept, c'est son utilité sociale. Et c'est bien ce que montre Gasset. Et l'utilité sociale, c'est écrit dans des documents fondateurs, dans l'acte d'ailleurs, dans l'accord stratégique, c'est la fluidité du marché du travail et c'est la mobilité professionnelle des salariés. C'est en l'introduction du document de la GEFO, c'est-à-dire que les salariés ou les demandeurs d'emploi, ils changent plus facilement de métier que de territoire. Et donc, in fine, derrière tout ça, il y a la question de la mobilité professionnelle. C'est une question fondamentale. Bon. La question de la mobilité professionnelle, c'est pas conjoncturel. C'est pas lié à Gasset. C'est un phénomène nouveau, normal, continu, qui ne se tarira pas en termes de besoins économiques et sociaux. Avoir une approche de la compétence qui n'est pas située par rapport à un métier, un secteur d'activité, une entreprise, etc., c'est fondamentalement novateur. Gasset, petit à petit, fait passer l'idée que si on veut vraiment changer les choses, changer les regards, changer les modalités de fonctionnement des organisations, changer les regards des gens, ça se fait sur des temps longs.
Et deuxièmement, ça oblige à changer et Francis l'a un peu abordé, de ce que j'appelle la vision adéquationniste. Parce que quand on parle de compétences, dans la majeure partie des institutions, on est dans les logiques adéquationnistes. Un métier, un emploi, une compétence située, un emploi, etc. Je pense que dans le cadre justement des mobilités professionnelles, avec les différentiels de qualification et puis le manque d'emploi qui reste de toute façon, les logiques adéquationnistes n'ont pas d'avenir.